Alors, bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette et aujourd'hui, à l'école autonome, on accueille le poète Jean-Marc Deschamps et on va parler de son tout dernier recueil, Tableaux d'hiver, tableaux d'été. Bonjour monsieur Deschamps. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai lu et j'ai relu et j'ai lu encore ce recueil dont je vous invite à partager le tout premier paragraphe. C'est le premier paragraphe d'un poème de 7 ou 8 pages qui s'intitule L'hiver, bagatelle pour un massacre. Du haut de ma rougeur blanchie, métisse je suis, et avant de raconter méchamment, vilainement l'histoire d'un massacre, un de plus, je danse sur ma propre chair et chante farandoles et refrains sur 300 tués, 300 petits Indiens comme 300 ou 300 000 petits Rwandais découpés en morceaux. À la machette, c'est n'importe où, c'est en Afrique, c'est ici, au Québec, un peu partout, 300 petits écervelés, décervelés, c'est pas de cœur, mais pas de cœur, c'est pas de tête, mais pas d'âme. Alors, d'emblée, Jean-Marc Deschamps, vous vous situez dès le deuxième verset, métis. S'agit-il donc de vous afficher, d'afficher votre identité? Y a-t-il là une question identitaire dans votre poésie? Oui, une question identitaire parce que, quand j'ai fait des études en anthropologie, j'ai eu à travailler justement sur Wounded Knee. Et ça m'a rappelé des lectures d'enfance, de jeunesse, etc. Et je me rappelais que quand j'étais enfant et que je voyais un film américain sur les Autochtones, etc., dans le genre massacre, tout ça, ça me faisait quelque chose. J'étais touché par cette violence à l'endroit des Autochtones, qu'ils soient américains ou qu'ils soient canadiens, du Canada. Et je n'avais aucune idée de mon métissage, en fait, de mes racines métisses. Parce que, puis ça, il y a beaucoup de métis qui vont vous le dire, et mon père vivait ça, et tous ses frères et sœurs vivaient ça, le métis a honte. A honte de ne pas être un vrai autochtone, entre guillemets, ou de ne pas être un vrai blanc. Entre guillemets. Et donc, tout était caché. Pourquoi on habitait dans tel quartier? On ne le savait pas. C'était pas nécessairement une question d'argent. Pourquoi on n'habitait pas à tel endroit? Pourquoi on vivait tout près du canal de la Chine, par exemple? Pourquoi pas ailleurs? Bon, tout ça. Alors, à un moment donné, j'ai posé des questions et mes parents, mon père n'a strictement rien dit. Et pourtant, c'est lui qui aurait dû parler. Mais il était habitué au silence du métis. Il était habitué au silence de l'infériorisé. Et donc, c'est ma mère qui m'a raconté qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, la famille est partie de Kanawake et est venue se réfugier dans le quartier Saint-Henri et dans le quartier Pointe-Saint-Charles. C'est-à-dire les deux quartiers, un de Verdun, un de Montréal, les deux quartiers qui longent le canal de la Chine. Pourquoi? Parce que il y a des Autochtones qui sont partis en même temps que les Métis et qui se sont installés sur le bord du canal de la Chine. Et donc, c'était facile de partir de Kanawake en canot ou en chaloupe et de descendre en direction de Montréal. Et ils venaient passer 2 jours, 3 jours, 4 jours et ils remontaient. Et donc, c'était... et toute ma famille, du côté paternel, toute ma famille vivait dans, les, je sais pas moi, 5 km², mais tout le temps autour du même endroit. Et donc, il s'est établi
Là, bon, au début du récit, là, tout à coup, mon père glisse timidement que sa grand-mère parlait francophone, parlait français. Mais quand les gens qu'il ne connaissait pas venaient à la maison, il entendait une langue qu'il ne comprenait pas, puisqu'il parlait pas mohawk, il parlait français. Donc, il y a toute une racine de perdu aussi, de racine linguistique de perdu, tout un élément culturel de perdu, etc. Et donc, comment je pourrais dire, c'est comme si, d'une certaine façon, je réagissais inconsciemment à une espèce de culture génétique, d'une certaine façon. C'est comme si des éléments culturels s'étaient insérés dans mes gènes et je réagissais, non pas de façon agressive, mais de façon triste. Je réagissais avec beaucoup de tristesse à ce qui se passait, ce qui s'est passé dans l'histoire. Et quand on m'a donné à faire une très longue recherche sur Wounded Knee, je comprenais ce que cette tristesse de l'injustice, du massacre, bon, voilà. Et durant les années 90 à peu près, j'ai commencé à écrire ce texte sur Wounded Knee que j'ai terminé pour la publication, que j'ai pas terminé, mais que j'ai peaufiné pour la publication l'an passé du recueil en question. Mais ça vient d'une espèce de mémoire inconsciente, si vous voulez, voilà. C'est très intéressant parce que là, vous plongez dans votre enfance. Et d'ailleurs, comme lecteur, ce qui m'avait frappé, monsieur Jean-Marc Méjean, c'est encore et encore et encore, vous situez votre poésie, du moins dans Tableau d'hiver, Tableau d'été, la perspective de l'enfant. Oui. Ça m'a fasciné. Pourquoi vous adoptez cette position de l'enfant dans votre poésie? Dans le livre qui a gagné le prix du gouverneur général 20e siècle, il y a à peu près 3, 4, 5 narrateurs différents. Et un des narrateurs est un enfant. Alors, le 20e siècle, vous le savez, est au pluriel. Il y a plusieurs 20e siècles. Et évidemment, ce sont les 20e siècles des différents narrateurs. Personne ne vit la même chose de la même façon. Personne ne voit le même événement de la même façon. Tout est interprétation, etc. Donc, un événement historique, par exemple la Deuxième Guerre mondiale, moi je ne l'ai pas vécu, mais un des narrateurs l'a vécu. Et il m'en parle. Alors, donc, j'interprète un certain nombre de choses qu'il me dit, qui sont peut-être objectives, mais qui deviennent tout à fait subjectives dans ma tête d'enfant. Bon. Alors, donc, ce point de vue, ou si vous voulez, cette manière de m'impliquer vient de 20e siècle, vient du livre que j'ai commencé en 2000, que j'ai terminé en 2005. Vient de ça parce que je trouvais extrêmement intéressant ce regard naïf, mais en même temps extrêmement lucide d'une certaine façon. Dans sa naïveté, l'enfant dit des choses d'une grande vérité d'une certaine façon, mais il les dit dans une langue qui lui appartient. Voilà. L'autre élément aussi, c'est que le moi est toujours très, très, très impliqué dans mes textes, etc. Pourquoi? Parce que je ne juge pas des situations. Je les décris. Je disais une fois en entrevue, je suis aussi salaud que les gens que je décris. Je fais partie du monde. Je ne dis pas « vous avez pollué la Terre ». Non, je l'ai pollué moi aussi, la Terre. Bon. Alors donc, le je est toujours impliqué, même imbriqué très fortement dans les phrases, et il n'y a jamais de jugement.
sur les situations. Je peux raconter les pires horreurs, les pires atrocités, mais je les commets autant que n'importe qui ou n'importe quel individu dont je fais la description, par exemple, dans les poèmes. Et je me suis aperçu, quand j'enseignais, par exemple, quand je mettais Edgar Allan Poe au programme, que les étudiants étaient beaucoup plus pris, attachés à l'histoire, happés par l'histoire, quand c'était une histoire écrite au jeu. Donc, dans, je sais pas moi, The Black Cat, le chat noir, quand c'est, bon, peu importe quelle histoire, l'histoire est écrite au jeu. Et les étudiants, ils me disaient que telle histoire, ils me disaient, bon, ce sont nos préférés, etc. Mais je remarquais que à peu près les préférés de tout le monde, c'était des histoires au jeu. Alors donc, c'est comme si moi, je m'impliquais dans mes textes, je ne juge pas de loin, mais le lecteur, en lisant « je », il dit, c'est lui qui dit « je » en le lisant, il se sent lui-même aussi impliqué pas l'écriture, mais dans la lecture, dans ce qui est dit aussi dans les poèmes. Alors, il y a là, j'en déduis, un dénominateur commun entre votre enseignement et votre poésie. C'est-à-dire, au lieu d'évacuer la dimension subjective, vous faites très exprès de l'intégrer. Tout à fait. Et dans votre enseignement, et dans votre poésie. Tout à fait, tout à fait. J'aurais probablement été un très mauvais professeur à l'université parce que pour moi, la subjectivité et l'objectivité ne sont pas d'une certaine façon évacuables d'une certaine façon. Nous sommes à la fois aussi subjectifs que, bon, dépendant peut-être des moments, peut-être, bon, mais parfois il y a des sujets qu'on enseigne, par exemple, dans les cours, qui nous touchent de près, et je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas que je suis touché par cette histoire ou par cette réflexion de, je sais pas, de Jean-Jacques Rousseau ou de Voltaire, en fait, peu importe. Je suis touché par, et en même temps, je peux en dire des choses objectives, mais j'ai toujours tenu à en dire aussi des choses subjectives. Parce que l'objectivité, oui, les étudiants, c'est bien beau, ils apprennent que dit Nietzsche dans Si je parlais Zarathustra, oui. Mais en même temps, le fait de voir un professeur se débattre avec un concept, ils trouvent ça intéressant, ça les implique. Ils se disent, ah ben tiens, le prof n'est pas là pour me remplir, il est là pour me faire vivre une pensée, pour me faire vivre une vision du monde, etc. Et dans mes poèmes, c'est la même chose. Je peux parler de choses très, très lointaines. J'ai été fasciné par le Moyen-Âge. Je peux parler de choses très lointaines au niveau temporel. Mais quand François Villon écrit sa ballade du pendu, eh bien, c'est aussi moi qu'on pense. Je veux dire, c'est aussi le lecteur qui est pendu et qui sent les corbeaux piquer la chair quand il est sur la potence. Il n'est pas sur la potence, mais il sait c'est quoi la potence. Il en a vu des gens suppliciés de son vivant. Alors, il nous raconte ce qu'a vécu le supplicié et qu'il va vivre parce qu'il est condamné pour vrai à la potence, François Villon. Donc, il sait ce qui l'attend. Alors, je dis, c'est tout à fait, c'est objectif et en même temps totalement subjectif. Et donc, j'essaie de continuer ce jeu entre objectivité et subjectivité dans mon enseignement et surtout en littérature. Dans le cas de François Villon, n'est-ce pas, on est allé à la Renaissance, donc 16e siècle, mais qui pouvait être brutal aussi, surtout dans la façon de... Mais il est mort au 15e, hein? Wow. Il est mort au 15e siècle. Mais... oui, la brutalité à partir de la Renaissance, je dirais qu'elle est plus
comment je pourrais dire, elle est plus hypocrite que la violence médiévale, d'une certaine façon. Alors, dans ce que vous venez de dire, Jean-Marc Desjans, j'ai l'impression que pour vous, aussi bien dans la poésie que dans la pédagogie, il faut que le principal concerné ait le sentiment d'avoir parti pris que ça fait une partie intégrante, que ce soit le lecteur, que ce soit l'étudiant. Voilà. Oui, oui. Je veux dire, mes étudiants n'ont pas à savoir si, nécessairement, n'ont pas à savoir en quelle année précisément est né François Villon, pour revenir à notre... ou à quelle année il est mort, d'ailleurs, on ne le sait pas, en quelle année il est mort. Mais s'ils réussissent à vivre quelque chose à partir de sa poésie, à vivre à partir des situations qu'il nous raconte, etc., et si moi je réussis, parce que moi aussi j'ai été troublé quand j'ai lu François Villon à tel ou tel moment. Donc si je réussis à leur montrer que c'est tout à fait normal d'être troublé quand on lit Villon, parce que le professeur, l'outil a été troublé, ben il y a de la matière de connaissance qui, au lieu d'être simplement de la matière de connaissance, s'attache à la mémoire, montre que Villon n'est pas un poète qui vient de la planète Mars, mais qu'il est un être humain comme vous et moi. Et donc, il a vécu des peurs, il a vécu des... J'imagine, parce que c'est le dernier poème qu'il écrit avant de disparaître de Paris. Et comme je vous disais, il se projette à la potence pendue, il sait ce qui va lui arriver. Donc, mais c'est écrit dans une langue magnifique, c'est écrit, bon voilà. Et donc, je peux faire apprécier le type d'écriture, comment c'est écrit, quelle stratégie il utilise dans son poème pour faire vivre à ses lecteurs. Par exemple, tiens, j'ai un bon exemple. À l'époque, je ne pourrais plus faire ce genre de rapport, mais par exemple, dans les années 80, quand j'enseignais la poésie, je disais, il faut toujours lire la poésie à haute voix. Les étudiants m'ont regardé, je dis oui, essayez de vous imaginer Paul Verlaine, qui est un maître de musique avec les mots, hein, c'est lui qui écrivait de la musique avant toute chose. Donc ses poèmes sont travaillés très musicalement. Je dis, si vous ne les lisez pas à haute voix, vous venez de lui dire, Paul, Monsieur Verlaine, vous avez travaillé pour rien, d'une certaine façon. Alors je dis, c'est comme mettre un micro-sillon, de le faire tourner et pas mettre de son. Alors, vous pouvez le regarder, c'est d'un ennui mortel de regarder le micro-sillon tourner, mais si vous n'avez pas le son, ça ne donne pas grand-chose. Il y a donc là en parallèle entre cadence poétique et cadence musicale. Bien sûr. Et je reviens à ce que vous venez de dire sur l'expérience en faisant référence à François Villon et la potence. J'ai aussi l'impression que pour Jean-Marc Desjans, ce qui prime et dans la poésie et dans la pédagogie, c'est l'expérience, c'est expériencien. Oui. Oui, c'est une... Vous voulez qu'ils vivent une expérience. Voilà, et je le fais encore comme ça, et parfois, je reviens de Trois-Rivières, vous savez, il y a le festival de poésie de Trois-Rivières, et les rapports que j'avais avec les spectateurs après les lectures, c'était, on a tremblé, on a eu peur à un moment donné, bon, tout ça. Alors donc, ils ont vécu quelque chose, parce que quand vous êtes, par exemple, dans un festival, les gens n'ont pas les textes devant eux. Donc, les trucs intellectuels, intelligents, etc., ils ne les saisissent pas. L'oreille ne fonctionne pas comme l'œil et en plus, qui peut revenir en arrière, lire 3 fois. Là, c'est one shot. C'est bon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, s'assurer que son poème a vraiment du rythme, a vraiment donc une expérience rythmique, une expérience sonore, et en même temps, leur faire vivre
globalement et par l'intellect, mais de faire vivre à la limite, même physiquement. Un poème, c'est une expérience physique, ce n'est pas qu'une expérience intellectuelle, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un essai philosophique, ce n'est pas... Bon, donc c'est une expérience à la fois musicale, subjective, mais en même temps, on peut comprendre comment le poème est fait. Il n'y a pas un élément qui doit absolument disparaître pour qu'un autre élément, même si la musique du poème est magnifique, ce n'est pas parce qu'elle est magnifique que le poème n'est pas intelligent, que le poème n'est pas intellectuellement bien construit, etc. Non, tout. C'est une entité qui peut se diviser, oui, si on fait l'analyse de la chose, oui, mais quand j'entends un poème ou quand je suis dans un festival et que j'entends un poème et je me dis oh, quel texte! Est-ce que je suis capable de me rappeler, surtout que c'est un poème que je connais pas, je l'entends pour la première fois et ça finit par quel texte dans ma tête? Je dis wow! Eh bien, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous donner une analyse, je ne comprends pas pourquoi, wow, c'est tel ou tel texte. Pourquoi c'est si beau? C'est une expérience globale. Et je pousse plus loin, je dirais, dans le cas de tableaux d'hiver, tableaux d'été, mais c'est une expérience, et je souligne, sensorielle. Parfois, ça me donnait des frissons. et donc, est-ce que vous qui avez enseigné quand même, vos étudiants et étudiantes avaient 17, 18, 19, 20 ans à la rigueur? Entre 17 et 21 ans, quoi. Oui. Ouais. Et donc, vous êtes avec des adultes, certes des jeunes adultes, mais des adultes. Tout à fait. Intégrer toute cette dimension sensorielle, est-ce qu'elle fait partie intégrante de votre philosophie de l'éducation? Oui. Comme dans votre poésie? Comme dans la poésie. De toute façon, j'ai toujours dit, moi, je vis tous les jours comme j'écris et j'écris comme j'enseigne. Et j'enseigne comme je vis tous les jours. Je ne fais pas de différence entre moi, Jean-Marc Desjean, poète, ou moi, Jean-Marc Desjean, professeur. Je suis ce que je suis, puis je rentre en classe avec ce que je suis. Je ne peux pas entrer en classe avec un masque, je ne peux pas rentrer en classe avec comment je peux dire, déguisé en... Une façade. Oui, une façade, effectivement. Non, je rentre avec ce que je suis. Ce que je suis est complexe. Je suis émotif. J'ai lu quelques livres dans ma vie, bon, etc., etc. J'ai tout ça d'acquis. Alors, je rentre avec je rentre en classe, ou je rentrais en classe, plutôt, je suis à la retraite maintenant, mais je rentrais en classe avec ce que je suis. Et des choses très, comment je pourrais dire, des choses qui m'ont fait plaisir. Par exemple, tout à fait par hasard, j'ai rencontré un de mes anciens étudiants qui est en sciences de l'éducation et qui me dit, je suis allé en sciences de l'éducation à cause de vous. Il dit, je veux faire comme ce que vous faisiez en classe. Bon, on perd beaucoup depuis quelques années le génie de la lecture. On ne comprend pas toujours les textes, tout ça. Et je me souviens, je mettais un poème à un moment donné d'Alain Grandbois, poète québécois, et je leur donne les feuilles, ils lisent le poème, je dis, alors, on n'y comprend pas grand-chose. OK. Alors, je prends le poème et je l'ai lu à haute voix, avec les intonations, avec les rythmiques, etc. Ah! Alors, réaction, ah, c'est bon, c'est bon. Mais donc, l'œil ne suffit pas toujours à tout comprendre. Et donc, comme le poème est une expérience, comme je le disais, rythmique, sonore, intellectuelle, bien, quand vous réussissez à à en faire un tout et un seul tout, habituellement, les gens comprennent. Que s'ils ne comprennent pas intellectuellement, ils comprennent sensoriellement le texte. Et là, vous soulevez, pour moi en tant que pédagogue, une autre question. Vous disiez tout à l'heure, il ne suffit pas de lire les lettres noires sur la page blanche, la simple lecture ne suffit pas. Donc,
ce que ça me dit, Jean-Marc Desjans, c'est que l'expression technique, c'est l'acquisition cognitive pour apprendre. Donc, pour apprendre, il ne suffit pas de lire, il faut expérimenter, il faut vivre le cursus, le poème, la matière, le sujet. Et donc, ça veut dire donc de se servir de tous les sens. Et ce qui m'intrigue, c'est votre insistance sur ce qu'on a peut-être oublié. On pourrait me questionner là-dessus, mais toute l'oralité et la tradition orale. Dans les cours classiques, la rhétorique était la pierre angulaire du collège classique, du cursus. Donc l'oralité, pouvoir bien s'exprimer, était de rigueur. Or, quand on réduit l'enseignement à la simple lecture et d'apprendre par cœur, comment faire comme pédagogue? J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais étudié en tant que tel la pédagogie ou qu'est-ce que la pédagogie, etc. Tout ce que je peux vous dire, je ne prends jamais de distance avec les choses. Et j'essaie de communiquer à mes étudiants, enfin à mes anciens étudiants, j'essayais de communiquer cette espèce de plongeon dans ne pas avoir peur de lire le poème à haute voix, de le relire 50 fois, de voir si... par exemple, je mettais le poème Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. Bon, sous le pont Mirabeau coule la Seine, etc. Monsieur Cornette, la veille de la sortie, de l'impression et de la sortie du livre, la veille, tout ce poème était ponctué. Donc, on ne pouvait pas le lire comme on veut. Il fallait le lire comme l'auteur. Et je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Un verre de vin plus que d'habitude, j'en ai aucune idée. Il a communiqué avec l'imprimeur en disant « Vous stoppez tout, vous arrêtez tout, vous enlevez toute la ponctuation dans le premier recueil qu'il a écrit, Alcool, qui s'appelle. Et donc, il a fait sauter toute la ponctuation. Il présentait donc à son lecteur la possibilité d'interpréter son texte, le lire plus rapidement, plus lentement, faire des relations que s'il y avait eu une virgule, on ne l'aurait pas fait, etc. Donc, il a démultiplié les sens possibles du poème. Et en même temps, petit coup de génie, en enlevant la ponctuation, le poème ressemble beaucoup plus à la Seine qui coule sans arrêt sous le pont Mirabeau. Eh bien, le poème ressemble à ce qu'il décrit et à ce qu'il fait vivre. Donc, le poète cherche toujours d'une certaine façon à faire correspondre un vécu avec... Vous allez me dire que c'est pas grand-chose, la ponctuation, mais il a tout de même changé la poésie française. Alors, c'est pas mal. Et donc, faire sauter la ponctuation, c'est une petite révolution, comme Baudelaire, quand il a écrit Le spleen de Paris, les petits poèmes en prose. C'était la première fois, une des premières fois qu'on publiait des poèmes en prose. Ça a été extrêmement important. Alors, et ça donne, pour les gens qui avaient de la difficulté, par exemple, à lire des vers, parce que parfois, les vers, c'est un peu tordu pour arriver au bon pied, à la bonne césure, etc., tandis qu'en prose, on n'a pas à faire... Bon, je disais à mes étudiants, on va compter les pieds dans les poèmes en prose. À peu près toutes les phrases sont du 8, du 10, du 12, sont en alexandrin. Mais là, ça ne paraît plus, sont en prose. Alors, les gens ne sont pas... Déjà, tu vois, c'est une question de perception. Ils voient un poème en vers avec des rimes, ça bloque. Ils voient à peu près le même poème écrit en prose et
ça va mieux. Donc, le poète réussit à ce moment-là à faire vivre quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire vivre si... Bon. Alors, le même poème, par exemple, dans Les Fleurs du Mal, il y a un poème qui s'appelle La Chevelure. Et dans le Spleen de Paris, les petits poèmes en prose, il y a un hémisphère dans une chevelure. C'est le même poème, un peu plus long en prose, mais c'est le même poème. Mais c'est à la lecture, vous vivez deux choses complètement différentes. Il y a donc un rapport très étroit entre la façon dont c'est écrit, tout à voir avec, effectivement, l'expérience. Mais cette expérience n'est pas simplement purement superficielle, mais elle peut être très profonde et très souvent, ce qu'on apprend et ce qu'on vit aussi en même temps, on le retient davantage, on y est déjà beaucoup plus attaché. Faire du terrain en anthropologie, c'est un peu ça. Hein, je veux dire, vous pourriez lire des livres sur le groupe que vous analysez, mais non, vous allez vivre une expérience, vous allez être dedans cette expérience anthropologique, vous allez vous en rappeler toute votre vie, et ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est un peu, je dis bien un peu la même chose dans un poème, faire vivre globalement le sujet du poème en question. Dans le cas de Wounded Knee, par exemple, faire en sorte que le lecteur, à la fois est horrifié, à la fois peiné, etc. Il y a toutes sortes je lui fais vivre, parce qu'il ne l'a pas vécu, tant mieux d'ailleurs, j'essaie, un tant soit peu, de lui faire vivre l'expérience Wounded Knee. Sinon, effectivement, je ferais l'historien, je raconterais, tac, avec des faits, mais là, je peux arranger ça autrement en tant que poète aussi. Et quand vous mentionnez Apollinaire et le fait d'enlever la ponctuation, justement, ouvrir tout grand les possibilités, n'est-ce pas là un des défis, un des enjeux dans la pédagogie? C'est-à-dire, dans la mesure qu'on réduit l'enseignement à lire, à prendre par cœur une formule qu'il faut maîtriser, dans quelle mesure est-ce que le lecteur ou l'étudiant peut entrer dans l'expérience et vivre toutes les possibilités si d'emblée ce n'est que ça? Oui. Et il n'y a pas de jeu. C'est ça. Évidemment, il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut se rappeler de certaines données, de certains... Oui. Mais en même temps, si les données ne restent que des données, vous ne comprenez pas ce que disent ces données, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... je vous parlais du groupe sur lequel j'ai travaillé, les Sékénés dans l'Ouest. Vous pouvez lire des statistiques. Tant de filles sont violées par année, etc., etc. Il y a eu 3 meurtres, 80 blessés, etc., etc. Vous pouvez lire des statistiques. Mais quand vous êtes là et que vous voyez et que vous entendez les balles siffler, là c'est autre chose. Je dis pas qu'il faut nécessairement recevoir la balle dans le front pour vivre ce qu'ils vivent. Mais ce que je dis, c'est que vous avez les statistiques en tête qui ne signifient rien dans le quotidien, sauf que c'est des chiffres, des pourcentages, etc., des courbes qui montent et qui descendent. Mais l'expérience anthropologique, c'est pour ça d'ailleurs que j'y suis allé, l'expérience anthropologique, pour moi, était une expérience qui était très proche, je sens que les anthropologues vont me tuer, mais qui était très proche du poème. C'est-à-dire une expérience globale, vivre, entendre, comprendre, saisir l'autre, etc. C'est pour moi une expérience globale. Et dans cette même section du recueil Tableaux d'hiver, Tableaux d'été, à la page 11, il y a une phrase qui m'intrigue. La toute première
phrase, et ensuite la deuxième. Il fallait tuer le grand Tatanka Yotaka, homme de parole, homme de mots, homme, et je cite, de poésie immédiate. Oui. Qu'entendez-vous par poésie immédiate? Alors, Tatanka Yotaka, c'est le vrai nom de Sitting Bull. Hein? Et il était semble-t-il, hein, tous les commentaires qui ont été faits par les gens de l'armée américaine et canadienne aussi sur Sitting Bull, c'est qu'il était un poète. Et il parlait très bien et il a appris l'anglais d'ailleurs. Il a appris l'anglais en un temps record. Et une des lettres que le général, je ne me souviens plus de son nom, va écrire au gouvernement américain, c'est qu'il a rencontré Sitting Bull et il lui dit « Il parle mieux anglais que moi ». Donc, il avait le don des langues. Et vous savez que dans beaucoup de cultures amérindiennes, autochtones, la langue est fondamentale. Hein? Bon. Alors, on admire les gens qui tiennent comment je veux dire, la poésie de la langue parlée. L'orateur était très important. Exactement, exactement. Et donc, la poésie immédiate, ben, c'est la poésie qu'il faisait sans trop s'en rendre compte. Ce n'était pas une poésie construite comme chez les Blancs le poème. C'était une poésie immédiate et tout le monde admirait ses capacités à créer des images, à faire des images, mais spontanément, sans y avoir nécessairement réfléchi ou sans avoir travaillé 4 heures de temps pour créer l'image. Donc, c'était la poésie immédiate. Mais c'était, tout le monde le reconnaissait, c'était un sacré orateur, c'était un grand homme de parole. Et il faisait peur d'ailleurs aux subalternes de l'armée américaine parce qu'il leur parlait une langue qu'on oserait appeler aujourd'hui réellement shakespearienne. Il leur parlait dans un anglais. Et donc, en même temps, il se moquait d'eux, parce que lui, qui avait appris l'anglais en moins de 6 mois, parlait aujourd'hui à la manière de Shakespeare, tandis que les petits soldats qui venaient lui parler étaient plutôt grossiers, évidemment. Alors, il jouait beaucoup avec la langue. D'ailleurs, il a été élu chef à cause de ses capacités d'orateur. Et donc, peut-on comprendre quand vous employez cette expression poésie immédiate, ça veut dire poésie vécue, poésie expérientielle, de sorte que la poésie est un moyen de traduire l'expérience de la vie. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un moyen quasi privilégié, malgré son manque de succès, bon, son manque de reconnaissance, mais c'est un moyen privilégié parce que, je le répète, elle est composée autant de musique, elle est composée d'autant d'éléments quasiment physiques, et en même temps intellectuel, de l'ordre de la pensée, etc. Peut-être que le plus bel exemple qu'on peut donner de ce transfert de la pensée à l'expérience vécue, à la poésie, c'est Friedrich Nietzsche. Le dernier livre qu'il a écrit, c'est tout de même un recueil de poèmes. Et il y a toujours des poèmes à gauche et à droite dans ses recueils, etc. Il nous raconte dans les poèmes exactement la même chose que dans sa philosophie, bien sûr, mais vécu autrement, expérimenté autrement, etc. Et il cherche à communiquer une expérience, et cette expérience, c'est celui qui marche dans les montagnes et qui prend des notes au fur et à mesure de... Donc, il y a la poésie a quelque chose de quasiment sacré, puisqu'elle est à la fois expérience physique, expérience intellectuelle, et qui, ce tout-là, ne se défait pas en morceaux. Oui, on peut le défaire intellectuellement en disant, bon, ça c'est musical, ça c'est ceci, ça c'est cela, mais quand on le défait en morceaux, ce n'est plus le poème.
Et en tant que spécialiste en sciences des religions, je suis très conscient qu'une bonne partie des écritures hébraïques, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, c'est de la poésie. D'ailleurs, tous les psaumes que Clément Marot a traduits en français, lui, le grand poète, il s'agit de la poésie. Or, cette poésie est à la fois écrite, mais c'est aussi une musique, parce que ces psaumes sont chantés. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'à l'origine, c'est oral, l'oralité. Et évidemment, on pense à Homère dans la tradition grecque. Mais tout ceci, madame... C'est un aède, hein, c'est-à-dire un poète-chanteur. Exactement. C'est un poète-chanteur. Alors, mesdames, messieurs, on revient en quelques secondes avec le poète Jean-Marc Desjans pour parler de tableaux d'hiver et tableaux d'été.